Et je pense que cette nuance, elle est très importante. On pourra peut-être en reparler plus tard, mais dans tout ce qui est notion de bien-être, indépendamment de l'anorexie, de pas se dire, voilà, je veux atteindre cet objectif, mais juste d'essayer d'amorcer quelque chose et de prendre plaisir, enfin de prendre plaisir. Pas, là, je parle pas d'un point de vue anorexie, mais d'un point de vue bien-être, voilà, de se concentrer sur le processus. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologue ou discussion passionnante entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Es-tu prête à plonger tête baissée dans ce nouvel épisode à deux voix ? J'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélanie, que tu connais peut-être, voire même certainement, si tu t'intéresses à la naturopathie depuis quelques mois ou quelques années. Mélanie, aussi connue sous le pseudo de Chaudron Pastel, est elle aussi praticienne naturopathe. Mais comme tu le sais certainement déjà, lorsque j'invite des femmes sur mon podcast, ce n'est pas uniquement pour leur formation ou certification, mais bien plus pour leur personnalité et les messages qu'elles véhiculent. Et tu vas le voir, cet épisode n'échappe pas à la règle. Mélanie est une femme à la fois d'une douceur assez incroyable, mais aussi de fort caractère, comme quoi les deux sont totalement compatibles. Elle est bercée par la nature, son chat qui est d'ailleurs super joli, tu peux aller voir quelques clichés sur Instagram, un univers coloré et apaisant. Pour autant, elle partage haut et fort ses convictions, points de vue et a rarement la langue dans sa poche. Mais je n'en dirai pas plus sur Mélanie, elle sera bien mieux placée que moi pour se présenter. Pourquoi avoir demandé à Mélanie de partager le micro avec moi ? Au-delà de sa personnalité qui, tu l'auras compris, n'est pas linéaire, riche en couleurs, Mélanie a un parcours de vie assez tumultueux, une histoire personnelle mais également une relation pas des plus simples avec son alimentation. Tout comme moi, Mélanie a souffert durant de longues années d'anorexie hypothalamique. À présent, elle sait se définir autrement que par son assiette. Mais quel chemin a-t-elle parcouru pour en arriver jusque-là ? Je te laisse découvrir tout ça dans la suite de l'épisode. Un échange long, riche en émotions et conseils pour se libérer de ses fardeaux. Mais juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur. Toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place justement à Mélanie qui m'a laissé un magnifique petit mot via Instagram, mais ce n'est pas la Mélanie que j'invite aujourd'hui. Merci aussi pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Cela fait peu de temps que je vous suis, mais j'adore. D'habitude, je ne pense jamais à faire de commentaires sur Instagram ou ailleurs, mais là, j'aime tellement que je vous en ai laissé ces derniers jours et j'ai eu la belle surprise de voir mes commentaires partagés sur votre fil d'actualité. Et merci pour toutes vos réponses. Eh bien, merci à vous, Mélanie, pour ce très magnifique message qui m'a énormément touchée. Bien sûr que je repartage vos mots et vos commentaires, c'est quand même la moindre des choses. J'adore d'ailleurs vous lire.
Et si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, eh bien je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Mélanie. Belle écoute! Bonjour Mélanie. Alors, je te coupe l'herbe sous le pied parce que j'aime bien poser une petite question dès l'entrée comme ça de nos échanges quand je suis en duo avec une personne, par demander en fait tout simplement comment tu vas. Mais j'aime bien que cette question soit vraiment prise au sérieux et pas le comment ça va, oui ça va bien, et toi, mais vraiment comment là, maintenant, à l'instant T, comment tu te sens en toute transparence et honnêteté avec toi-même et avec nous. Bien, écoute, ça va très très bien. Merci de demander. J'espère que toi aussi ça va. Ça va. Je suis encore sur un petit nuage parce que j'ai passé 3 jours à Londres avec mon compagnon et c'était notre premier voyage depuis la pandémie, tout ça, tout ça. Et Londres est une ville de cœur pour moi. Donc voilà, je suis pas encore revenue sur la planète Terre en France, mais voilà, donc tout va très très bien. Bah, si tu veux, on peut le faire en anglais. Je pense que je serais pas assez à l'aise, mais je comprends très bien, mais m'exprimer, c'est difficile. Ouais, c'est plus compliqué, puis on risque de ne pas avoir les mots justes. Déjà, c'est pas facile Ouais. d'exprimer clairement ce que l'on a dans la tête. Alors, dans une langue étrangère, c'est vraiment plus compliqué. En tout cas, je pense qu'on a un petit point en commun parce que moi, j'aime beaucoup Londres également. Généralement, j'y vais au moins une fois par an. Bon, ça fait un petit moment que je n'y suis pas encore allée non plus, mais c'est une passion commune avec mon conjoint également. Et particulièrement Londres, c'est une ville qui est vraiment superbe, je trouve. Pourtant, je ne suis pas très très ville, moi je suis plutôt nature, mais c'est une ville qui, je trouve, respire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on n'a pas l'impression d'étouffer comme dans certaines autres villes, notamment en France, où tout est un peu petit, confiné. Je trouve que voilà, ça respire, il y a la verdure, et il y a un peu les avantages de la ville et quelques avantages quand même de la nature. Je sais pas, voilà, ce que toi tu ressens. Je sais pas, moi je me sens, j'ai des good vibes en fait quand je vais à Londres. Donc je sais pas toi ce que ça fait en toi. Je pense que c'est le sentiment que moi j'ai, c'est que je me sens plus proche de la culture anglophone que francophone. On pourra peut-être en parler dans le podcast par rapport à mon parcours, mais euh, bien que je sois d'origine française et voilà, passeport français, tout ça, je me sens un peu plus chez moi à Londres ou en Écosse, enfin voilà, dans la culture anglophone qu'en France. Donc euh, voilà, je pense que ça vient essentiellement de là. Mais oui, la ville en tant que telle, elle est, enfin, l'architecture est différente, le mode de vie est différent, le rythme est différent. Mm. Et tout ça me correspond beaucoup plus. Mm. En tout cas, tu as fait un petit teasing, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Avant de continuer, je souhaitais d'abord vraiment te remercier par avance d'avoir accepté mon invitation et d'avoir accepté comme ça de manière vraiment très spontanée. J'aime bien tenter et en me disant qui ne tente rien n'a rien, et moi la vie c'est ça, j'aime bien tenter et puis voir ce que ça donne. Et franchement, je suis très 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 heureuse que tu aies accepté mon invitation, donc merci par avance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais nous dire quel objet tu as décidé de nous apporter aujourd'hui et qui peut-être te représente le plus, et pourquoi? Un objet, je pense que ça serait plutôt une émotion qu'un objet D'accord. ou un concept, je sais pas. Le premier qui me vient en tête, c'est celui de la douceur. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui est récurrent chez les personnes de mon entourage personnel, mais aussi professionnel, qui me revient. Moi, je me suis jamais vue comme une personne douce, mais je sais que c'est visiblement ce que je dégage. Donc, je dirais ça. Du coup, quand tu dis douceur, moi j'ai tout de suite l'image qui me vient, un coton, un petit coton tout doux comme ça, là, dans lequel on peut se réfugier. Et c'est une bonne transition justement avec moi, ce que je ressens en fait de ton univers. Je trouve que tu as un univers, ouais, je pense que tu n'es pas surprise par ça et par toutes les personnes qui te suivent.
à la fois très riche, rempli de douceur, et en même temps, tu ne mâches pas tes mots, quoi. C'est pas la douceur, je ne dis pas ce que je pense et je me recroqueville, on va dire. C'est vraiment tu es à la fois douce et à la fois tu sais ce que tu veux et tu mâches pas tes mots. Et donc, du coup, Mhm. qui est Mélanie au final? Parce que moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que Mhm. peut-être ressentent d'autres personnes. Mais toi, comment tu te définirais? Quelle est Mélanie? Qui est Mélanie, pardon? Quel est ton parcours depuis ton enfance jusqu'à ce jour? C'est une question, je pense que moi j'adore écouter les gens, leur histoire de vie, qui ils sont, ce qu'ils aiment, etc. Et c'est vrai que cette question qui est finalement assez courte, la réponse, on pourrait, enfin, une personne se définir, ça pourrait prendre des heures et des heures, et à chaque fois ça peut faire des très belles histoires de vie et tout ça. Donc je vais essayer aussi de ne pas trop m'éparpiller un peu dans tous les sens, mais il y a quelque chose dont je parle très peu, j'allais dire publiquement, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur la toile et ça, parce que c'est mon moyen de communication. Et c'est quelque chose qui est choisi par plusieurs raisons, on va dire. Mais je pense que, j'allais dire, le cœur de mon existence ou la racine de mon existence provient de mon enfance qui a été extrêmement spéciale. Je vais plutôt dire atypique. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis française, mes parents sont français, mes grands-parents sont français, tout ça, tout ça. Mais j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans en tant qu'expatriée avec mes parents et dans des pays et dans des villes et dans des environnements qui sont très, très spéciaux. En tout cas, qu'est-ce que j'entends par spéciaux? Très en décalage avec les normes culturelles de pensée, de vie qu'on peut avoir en France métropolitaine. Et moi, donc petite parenthèse, je suis une personne qui aime énormément et se passionne énormément pour la psychologie humaine. Et donc, je me suis intéressée notamment sur des outils comme le MBTI, qui est un outil qui permet de mieux se comprendre. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis une INFJ. Je suis également hypersensible. Je pense que le terme hypersensible pourra peut-être un peu plus parler. Voilà, je suis une introvertie hypersensible. Je ne suis pas timide, en revanche. Attention à ne pas confondre introvertie et timide. Je ne suis pas du tout timide. Et l'environnement dans lequel j'ai grandi, c'est un environnement qui était vraiment idéal pour une introvertie hypersensible. C'était un peu comme un petit cocon hyper protecteur pour pouvoir bien se développer, etc. C'est vrai qu'en France, souvent les introvertis et ou les hypersensibles, ça c'est dur quand même comme Mm. environnement pour s'exprimer, pour être. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont peut-être introvertis ou hypersensibles, mais qui par un, comment on appelle ça en français, pourrait reproduire en fait ce qu'ils voient. Et c'est vrai qu'on a une société qui prône un peu plus l'extraversion, le côté rationnel, le côté dur, voilà, etc. Et moi, au contraire, j'ai vécu dans un environnement qui est un petit peu ou qui favorisait ma nature elle-même. Alors après, du coup, le retour en France a été très difficile, mais pourquoi je parle de cette enfance-ci, c'est pour souligner le fait que j'ai pu être préservée jusqu'à mon adolescence des normes sociétales françaises qui sont très différentes de ma nature. Et je pense que ça a été vraiment très déterminant pour la femme que je suis aujourd'hui, qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, etc. Euh, voilà, donc après mon parcours, quand je suis arrivée à mes 15 ans en France, j'ai grandi dans une petite campagne française. J'étais dans un lycée classé ZUP ou ZEP, je ne sais plus comment on dit. ZEP, je Donc crois, oui. ZEP, voilà, Mm. bon. Donc, l'arrivée Mm. assez. Wouh. Après, j'ai fait des études d'anglais. Je me suis reconvertie pour des études, faire un BTS assistant de gestion en alternance, du coup, qui m'a beaucoup maintenant aidé pour créer mon entreprise après. J'ai travaillé 3 ans en tant qu'assistante de gestion. Et après, j'ai fait du coup une deuxième reconversion. Et j'ai fait mes études de naturo de 2010 à 2012. Je me suis installée en 2012-2013 et me voici près de 9 ans plus tard. Donc, naturopathe depuis 9 ans.
Donc, comment tu exerces ton métier de naturopathe? Parce que justement, il y a plein de manières d'exercer la naturopathie. Et je sais que dans mon audience, que les personnes qui nous écoutent, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont soit déjà naturopathes, soit en reconversion professionnelle dans le désir. Et on a souvent l'image du naturopathe consultation cabinet. Alors, c'est une manière d'exercer sa profession, passion, mais il y a aussi d'autres manières. Je sais que j'ai déjà fait quelques échanges avec d'autres naturopathes sur le sujet, aussi naturopathe hypersensible d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc, du coup, de quelle manière, toi, tu exerces la naturopathie? Peut-être comment tu as commencé et où tu en es aujourd'hui pour montrer un petit peu l'évolution possible d'une naturopathe. Euh, alors moi j'ai commencé en 2000, enfin j'ai essayé de commencer, je devrais plutôt dire en 2012. Alors comme un peu tout le monde qui travaille dans le bien-être, mais thérapeute, donc psychologue, enfin peu importe, hein, pas forcément médecine douce. C'est pas parce que on a notre formation, notre joli diplôme, que il y a une queue qui commence à se former devant la porte de notre cabinet. Donc, j'ai essayé de me lancer en 2012. Au début, j'avais vraiment personne. Pourtant, j'avais un blog où j'avais un petit lectorat. Et j'avais une connaissance qui était orthophoniste dans mon, mon, mon quartier et qui m'avait prêté son cabinet un jour et demi par semaine gratuitement, très gentiment. Et bah, du coup, j'ai commencé vraiment en cabinet. Pour moi, ça m'était vraiment pas venu à l'idée de faire autrement. Et en fait, ça a été la demande de lectrice qui m'a demandé de faire Voilà, elles habitaient à distance au Canada, au Guatemala, des expatriées françaises dans le sud de la France et autres, et qui m'avait proposé ça. Et j'ai dit non 3 fois, en fait. Et puis moi, je dis bah non, en cabinet, en cabinet, en cabinet. Et en fait, j'ai moi-même eu recours à une thérapeute, alors pas du tout dans la naturopathie, autre chose. Et on a fait ça à distance. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et en fait, la connexion, on a pu vraiment connecter l'une à l'autre de manière forte. Et je me suis dit, ben, du coup, pourquoi ne pas essayer? Donc, j'ai fait un test avec les 3 personnes qui m'avaient contacté. Ça s'est très, très bien passé. Et donc, j'ai progressivement, en 6 mois, basculé toutes mes consultations sur Internet et je fais mes consultations exclusivement sur Internet depuis 2014. Avant-gardiste. Oui, avec la pandémie. Donc la pandémie n'a absolument en rien affecté mon activité. Il faut également préciser, moi, que depuis toute petite, je suis très geek sur les bords. J'ai littéralement harcelé mon père lorsque j'étais enfant pour qu'on ait notre premier ordinateur. J'ai acheté un téléphone portable. Alors, c'est un peu censé être éloigné de la naturopathe, qui est connectée à la nature, qui n'utilise pas les réseaux sociaux, les écrans, tout ça, machin. Ben, moi, je suis naturopathe qui est geek et puis ça fait partie de mon caractère et je trouve que c'est des moyens de créer et de partager qui sont super chouettes. Mais en réalité, ça reste un outil et un outil comme, je sais pas, comme un couteau, ben, on peut découper des légumes ou on peut se blesser avec et c'est la manière dont on utilise cet outil qui détermine l'impact que ça a sur nous. Et puis, ben, j'ai écrit aussi des livres. J'enseigne dans une école de naturopathie à Lausanne. Et oui, j'ai un blog qui, depuis environ 2 ans, après, je ne sais plus, 14 ans. Ouais, c'est ça, 14 ans d'existence. Donc, ça fait 2 ans qu'il commence à me générer d'un revenu aussi. Donc, pour compléter mes consultations naturelles, c'est bien. Ah oui, donc seulement 2 ans finalement qui te rémunèrent. Ah, enfin, qui te rémunèrent en partie. J'aurais pensé C'est ça. bien plus avant. Mm. Ok. Bon, on voit qu'en tout cas, tu as un parcours qui est bien riche. J'ai plein de questions en tête, mais je ne te les poserai pas parce que justement, on a un deuxième enregistrement prévu ensemble qui sera beaucoup plus dédié au parcours de naturopathe et pas que. Donc, on va, petit teasing, rester bien connecté. Il y aura un deuxième épisode avec Mélanie sur ce sujet. Et je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as mentionné qui m'a interpellée. Tu as dit, attention, je suis introvertie, mais pas timide, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu Mm. pourrais développer un petit peu ce sujet, s'il te Oui, plaît? oui, bien sûr.
Alors, déjà, on pourrait commencer par essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'introversion et l'extraversion. En fait, c'est assez simple pour les gens en quelques mots, qui ne savent pas trop la différence. Alors, je précise aussi que c'est un peu comme la vie, hein. C'est pas noir ou blanc, on peut être un peu entre les milieux, enfin, selon où on se situe dans notre vie, notre activité, enfin, plusieurs paramètres, être voilà, un peu un entre-deux. En fait, l'extraversion, qui est prônée par notre société actuelle d'un point de vue, par un processus très inconscient, c'est le fait que notre niveau d'énergie remonte, on se recharge au contact des autres, en voyant notre famille, nos amis, des collègues, avec des rendez-vous, en sortant et en voyant des gens dans la rue, voilà, on va acheter son pain, on dit bonjour à la boulangère, on parle un peu avec elle, etc., etc. Et là, notre niveau d'énergie remonte. À l'inverse, un introverti, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps avec lui-même, avec soi-même, pour se recharger. Généralement, ça va avec un besoin de beaucoup de calme. On a besoin, je sais pas, de lire, de peindre, de tricoter, d'écouter de la musique ou de se balader dans la nature. Et on a besoin, voilà, d'être seul, d'être au calme et de minimiser ces relations sociales lorsqu'on est vide en énergie. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne introvertie est une personne asociale. Oui. Voilà, on va aimer les gens, on va aimer nos familles, nos amis extrêmement fort, de la même manière qu'un extraverti. Mais ça nous est vital, en fait, ces moments de calme et avec soi-même, au même titre qu'on a besoin de manger, de boire et dormir. Pour un introverti, pour son équilibre psychologique et émotionnel, c'est vital qu'il ait ces moments-là, ce qui est parfois difficile dans notre société. Et la timidité, c'est par exemple une personne timide va avoir des difficultés à aller parler à quelqu'un dans une soirée ou je sais pas, quand elle intègre une nouvelle entreprise ou une réunion de famille, elle sait pas trop. Enfin voilà, elle a un peu d'appréhension à prendre la parole. Qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que je suis supposée dire, etc. Voilà, donc c'est vraiment une petite appréhension, enfin plus ou moins forte appréhension de l'interaction sociale. Voilà, moi en tant qu'introvertie, j'ai zéro appréhension. Je parle très bien avec des inconnus, peu importe le contexte. Mais si j'ai pas mon temps à moi, je deviens un peu comme un gremlin qui se transforme et personne n'a envie de dealer avec une Mélanie qui est comme ça. C'est fou parce que je me retrouve tellement dans ce que tu mentionnes et je trouve que c'est super important ce que tu dis. J'en avais un petit peu parlé sur Instagram, j'avais fait un jour une petite story et ça avait pas mal aussi interpellé cette notion de savoir aussi si on est plutôt quelqu'un d'extraverti ou d'introverti pour savoir comment justement on peut retrouver notre niveau d'énergie. On peut être face à des personnes qui sont complètement fatiguées, épuisées, en cherchant peut-être des choses très physiques, des carences nutritionnelles, etc. Alors que des fois, le souci vient de je ne sais pas comment je fonctionne, donc je ne sais pas comment je me recharge. Et donc savoir ça, c'est super important. Et l'autre chose aussi, moi, que je sais que j'ai pas mal vécu dans mon enfance, tant que je n'ai pas vraiment mis le doigt sur le fait que j'étais peut-être quelqu'un d'introverti également et que j'avais besoin de moments seule pour être plus énergique, me retrouver, c'est qu'on me disait oui, tu es associable justement. Et on me le reprochant, quoi. Donc moi, forcément, je n'ai pas eu une image très, très sympa de moi en me disant, j'aime pas les gens. Ok. Comment je fais? Est-ce que je lutte? Parce que en gros, c'est considéré comme n'étant pas bien dans la société. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendu compte que non, j'aimais parce qu'en fait, il y a des moments que je passe avec d'autres personnes et ça me procure énormément de plaisir et je sais que j'apporte aussi au groupe. Mais je sais que quand j'ai passé peut-être 2 heures en atelier, par exemple, même en consultation, etc., derrière, j'ai besoin en moins de 4 heures où je fais un truc toute seule, quoi. J'ai besoin d'être toute seule à côté. Et ça, c'est super important parce que du coup, à partir du moment où j'ai vraiment su que je fonctionnais comme ça et que je l'ai assumé également, j'ai eu une image de moi aussi qui était beaucoup plus sereine, on va dire, et sympathique. Et donc, c'est complètement différent. Les personnes qui vous disent que vous êtes asocial, non, c'est juste peut-être que vous êtes introverti. Et donc, voilà, ne culpabilisez pas pour ça, quoi. C'est ça que
Et je suis contente que tu dises parce que du coup, je ne suis pas la seule à, à la sentir. Mais c'est important ce que tu soulignes, le fait d'assumer. Moi, Ouais. c'est une question, parce que bon, je pense que dans ma vie privée, enfin voilà, autour de mon cercle d'amis ou de famille, bah, j'ai des extravertis, des introvertis. Il n'y a pas une seule personne qui ne sait pas que je suis introvertie. Je le clame haut et fort, Mm. je l'explique, etc. Et c'est quelque chose maintenant dans mon entourage, les gens qui sont extravertis ont compris comment je fonctionnais et respectent ça Mm. parce que j'ai vraiment expliqué, etc. Mais je sais que c'est une question qui revient extrêmement souvent, qu'on pose. Je fais, ben, comment tu fais en fait par rapport aux autres? Je fais, ben, il faut leur expliquer. Et s'ils ne comprennent pas une fois, il faut leur expliquer 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et vraiment avec ce concept de c'est autant vital que boire ou manger ou dormir. Et Mm. comme tu le dis, et ça, je pense que seules les personnes introverties peuvent comprendre, la fatigue due à un manque de sommeil n'est pas la même fatigue Mm. que lorsque c'est un manque de temps pour soi. Ces deux fatigues sont très Mm. différentes. Oui, absolument. Bon, on pourrait en faire un épisode complet dédié à ça, mais on va passer sur un sujet à la base qui était vraiment le sujet que je souhaitais aborder avec toi. Donc, bon, il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, mais moi, sur le sujet que dont j'aimerais que l'on parle, c'est notamment ton histoire qui a été marquée par les troubles du comportement alimentaire. Alors, tu me coupes hein, enfin, de toute façon, je te laisserai la parole après, donc tu pourras rectifier. Mais je sais que tu as expliqué via ta chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant, voire peut-être un an ou plus, ton histoire concernant ton épisode d'anorexie mentale. Et voilà, j'aimerais que tu puisses un peu nous dire un peu plus sur ce passé. Euh, Sais-tu d'où est venue justement l'anorexie, ton anorexie mentale? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses auparavant? Moi, je pourrais peut-être aussi un petit peu rebondir sur ma propre expérience, puisque c'est un point en commun, entre guillemets, parce qu'on est toutes différentes. Est-ce que tu as toujours souffert d'anorexie mentale ou de d'autres troubles du comportement alimentaire? Oui, donc je vais essayer de répondre une question après l'autre. Bien sûr. Je vais essayer de rien oublier aussi. Oui, c'est important de mentionner que en fait, il existe autant de parcours ou de raisons Mm. que les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, se déclenchent, que de personnes qui en souffrent. C'est très important. C'est pas parce qu'une personne, ça s'est déclenché comme ça, qu'une autre, c'est exactement le même schéma. Moi, j'ai pu déterminer, enfin comprendre enfin comment ça s'est déclenché. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses. Il y a eu des éléments qui ont, un peu comme quand on veut faire une recette, on met tous les ingrédients et puis au bout d'un moment, on mélange, etc. Bah, moi, c'est au fur et à mesure du temps, il y a des éléments qui se sont mélangés et un peu comme s'il y avait une bombe qui se préparait. Et ensuite, il y a eu un élément déclencheur. Donc, les ingrédients en préparation de la bombe, je vais dire entre guillemets, en fait, ça a été simplement la violence que j'ai ressentie en revenant en France après 15 ans d'expatriation. C'est extrêmement difficile à expliquer aux personnes qui n'ont pas vu l'expatriation parce que c'est... Enfin, je pourrais écrire un livre à ce sujet, voilà, répondre à des interviews, etc. C'est vraiment une expérience qu'on peut ressentir que si on l'a vécu. Je sais que ça fait un peu VIP, vous pouvez pas me comprendre machin, mais c'est pas ce que j'essaye de dire, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé quand je suis revenue en France sur plein de plans différents. Et moi-même, j'étais extrêmement différente des autres. J'avais un mode de fonctionnement qui était différent, un mode de ressentir qui était différent, un mode de pensée qui était différent. Et on m'a fait comprendre que j'étais très différente. Et pour la première fois de ma vie, à mes 15 ans, ben, j'ai essayé de m'adapter là où j'étais. Et j'y arrivais pas en fait, parce que le fait de s'adapter là où j'étais, ça me demandait de ne plus être moi-même. Et j'imagine que tu sais très bien ce que ça fait au bout d'un moment, Mm. c'est on explose d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses liées à ça. L'élément déclencheur, ça a été oui, donc je suis revenue en France en 98 et mon anorexie s'est déclenchée début 2005, donc environ 7 ans plus tard.
Et l'élément déclencheur, ça a été euh, une relation avec un jeune homme. Donc moi, j'avais la vingtaine à cette époque-là, qui, alors je ne vais pas dire relation toxique, mais qui m'a fait subir ce que moi, j'estimais être une torture psychologique, qui a duré environ 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, je ne sais plus trop. Et en fait, mon psychisme et ou mon corps m'a dit non, en fait, là, c'est plus possible. Et l'anorexie a été le moyen de protection qu'il a mis en place pour se protéger. Donc, c'est pas le truc le plus sain, évidemment, mais c'est le seul moyen que mon psychisme a trouvé sur le moment. Il s'est dit, bon, ben, on arrête, parce que voilà, il y a plusieurs manières de vivre, d'être anorexique, je veux dire, ou de souffrir de ça. Et moi, dans mon, dans ma manière d'être, c'était vraiment, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, tous mes amis, tous mes contacts de la fac, du lycée, de mon enfance d'expatriation. Voilà, je ne parlais plus à personne. Et ça a été vraiment une coupure, comme si je m'enfermais dans une protection, quoi. D'accord. Et au-delà de ce décalage, on va dire, avec ton entourage où tu t'es vraiment enfermé sur toi-même, est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu as mises en place, d'autres effets compensatoires, j'ai envie de dire, que ça? Au niveau de ton alimentation, par exemple, ou d'autres, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, la maîtrise de ce que je mangeais, Mm. ce qui est classique dans l'anorexie. Je calculais tout, je mesurais tout, je prévoyais tout. Vu que j'avais l'impression que je ne maîtrisais plus rien dans ma vie et que tout partait, je dirais, entre guillemets, en live, je me suis dit, ben, je vais essayer au moins de maîtriser quelque chose. Et alors qu'en réalité, c'est l'anorexie hein, qui nous maîtrise. C'est pas on maîtrise rien du tout. Mais moi, j'ai eu cette impression-là. Alors évidemment, tout ça, c'était des processus inconscients. Hein. Je me suis pas dit, je maîtrise plus ma vie, je vais maîtriser mon alimentation. Ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est comme ça que je l'ai compris lorsque j'ai fait un travail sur moi avec des psychologues ensuite. Mhm. Et c'était rassurant pour moi de pouvoir enfin avoir une prise sur quelque chose que je vivais et qui était violent pour moi depuis 7 ans. Mhm. Donc, du coup, tu as mentionné le fait d'avoir fait un travail psychologique. On va revenir un petit peu après sur ton chemin de guérison. Mais justement, une chose qui est souvent difficile aussi quand on est dedans, c'est on ne s'en rend pas compte en fait. C'est plutôt plein de processus inconscients que l'on met en place jusqu'au moment souvent où il y a un déclic qui peut être complètement différent pardon, d'une personne à une autre. Toi, quel a été ce moment, ce déclic qui t'a fait peut-être basculer, on va dire, de l'anorexie à ta guérison progressive? Est-ce que tu saurais d'ailleurs le mentionner ou tu ne sais pas encore forcément ce que c'est? Et c'est pas obligatoire des fois de le savoir, hein. Mais- Je pense qu'il y a eu deux moments. Il y a eu un premier moment. Donc moi, en fait, mon anorexie a commencé avec un énième régime. Avant de tomber dans l'anorexie, je suis pour les naturopathes qui nous écoutent ou les thérapeutes ayurvédiques, je suis une constitution CAFA. Mm. Et donc, j'ai ma constitution depuis toute petite, depuis que je suis née. Je crois que je faisais 3,7 kg comme bébé. Donc voilà, depuis ma naissance, j'ai toujours été bien en chair, une morphologie poire, des hanches larges, une taille très fine et tout ça. Et j'ai toujours été genre ronde ou normale. Enfin, en tout cas, je faisais pas du 34 ou du 36, quoi. J'étais peut-être en léger surpoids, mais j'étais pas en. Non, j'étais dans la norme au niveau de l'IMC, qui est un indicateur, on est bien d'accord, qui n'est pas forcément très. Enfin, voilà, moi, je suis pas très d'accord avec le truc du concept de l'IMC, mais bon, c'est un repère qui nous permet de dire si médicalement il y a un danger ou autre, et clairement, j'étais pas en surpoids. Mais par rapport à notre norme culturelle, sociétale du XXIe siècle, Mhm. voilà, j'étais grosse. Et du coup, ça a commencé par un énième régime en début 2005 qui a dérapé. Mais comme j'en avais déjà fait tellement avant, quoi. Et en fait, je pense que mes parents ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ma sœur, j'avais une grande sœur qui, elle, je sais, on en a parlé après, qui l'avait compris bien avant moi
ainsi que ma meilleure amie, que j'ai toujours, plus de 20 ans plus tard. Donc, j'ai au moins quelques personnes de mon entourage proche qui avaient compris, alors je ne sais pas s'ils ont mis le terme anorexie dessus, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec moi et qui était relié à l'alimentation. Et moi, je l'ai compris l'été 2005, donc la prise de conscience de ah mince, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'était trop tard pour m'en sortir, en fait. Une fois que tu tombes dedans, tu ne peux pas te décider comme ça. Donc, c'était été 2005, donc ouais, environ 8 mois plus tard. En fait, j'ai vécu cet été-là 2 ou 3 mois, je ne sais plus, mais 2 mois sûrs au Canada. Et je vivais chez un couple d'amis à mes parents. Donc, quand je suis partie, oui, j'ai travaillé en tant qu'assistante de gestion là-bas. Et, et en fait, je contrôlais du coup tout ce que je mangeais, je pesais tout, etc. Et je me suis rendu compte, environ 1 semaine ou 2 semaines avant de rentrer en France et du coup de revoir mes parents, que j'avais perdu beaucoup de poids et que j'ai en fait l'idée de me dire ben, je vais arrêter de perdre du poids, voilà, j'ai fini mon régime, je vais rester comme ça. En fait, c'était anxiogène. Et au moment où je me suis rendu compte de ça, voilà, j'ai fini le régime et je peux. Normalement, quand une personne qui n'a pas de problème de trouble du comportement alimentaire, si elle fait un régime, une fois qu'elle se dit, bon, moi, j'ai perdu assez de poids, c'est bon, c'est la joie, quoi. C'est la Et moi, libération. en fait, voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, c'était anxiogène. C'est, mon Dieu, en fait, je ne peux pas arrêter ce que je fais, en fait. Et là, je me dis, OK, il y a un problème. Et le deuxième déclic, ça a été, donc ça c'est en 2005, c'était 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, je crois que c'était 1 an après. Donc au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, je ne voulais pas m'en sortir. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi, mais je sais rétrospectivement que c'était parce que c'était mon cocon de protection. Et je ne voulais pas risquer de briser ce cocon de protection. J'étais pas du tout prête à ressortir dans le monde, on va dire. Et j'ai décidé euh, d'aller mieux 1 an plus tard et de commencer à travailler avec un psychologue. Mais 1 an plus tard, quand j'ai dit, ouais, je me suis dit, voilà, je vais essayer de trouver un psychologue qui me convient. C'était pas, je vais essayer d'arrêter d'être anorexique, c'était, je vais essayer d'arrêter de souffrir psychologiquement. Donc, j'ai tout de suite, enfin, je sais pas si c'est compris, mais j'ai jamais, pour moi, ça passait pas par l'assiette, en fait. L'assiette, c'était vraiment le symptôme, c'était l'expression de quelque chose qui était plus profond et c'était cette chose plus profonde sur laquelle il fallait agir et travailler. Ça montre que tu avais déjà une bonne connaissance aussi de toi et une bonne prise de conscience parce que généralement, alors je sais pas, du coup tu avais quel âge dans ces environs-là, enfin dans cette Alors, période-là? oui, c'est quelque chose que les psychologues m'ont souligné, que j'ai compris lorsque j'ai fait des recherches aussi, c'est que normalement, enfin, dans les statistiques, une personne devenant anorexique, c'est plutôt dans la préadolescence ou dans l'adolescence, en tout cas avant ses 20 ans. Et moi, c'est vrai que je suis devenue anorexique, j'avais 22 ans, Mhm. donc assez tard. Ça montre que l'anorexie mentale, et comme d'autres types de maladies troubles du comportement alimentaire, peut toucher à n'importe quel âge en fait. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que, comme tu l'as dit, l'alimentation, ce n'est que le symptôme. Et généralement, Mm. l'anorexie mentale, en tout cas, moi je parle de ce que je connais aussi, euh, et bon, par exemple, moi, je l'ai vécu, comme tu l'as dit dans les statistiques, c'est-à-dire plutôt en préadolescence, adolescence. Donc, je n'avais, moi, pas du tout cette conscience-là, cette prise de conscience. Je ne connaissais pas cette maladie et mon entourage non plus. Donc, en fait, moi, ma prise de conscience, mon déclic, enfin, c'est pas une prise de conscience, mais mon déclic, ça a été parce que j'avais perdu trop de poids et que j'ai eu un ultimatum par le médecin parce que j'étais en dessous de l'IMC, justement, le fameux IMC dit normal et critique. Et du coup, ben, on pense souvent et à tort que l'anorexie mentale égale sous-poids. Et donc, prise de poids égale guérison. Et en fait, ce n'est que sous-estimer la puissance et le pouvoir de cette maladie qui, à la base, ne prend pas son origine dans l'alimentation. Et donc, forcément, ce n'est pas la cause
la cause causale, disons, s'il y a pas une naturopathe qui nous écoute. Et du coup, on peut traîner ça très longtemps quand on n'a pas mis le doigt dessus et quand on n'a pas pris conscience qu'il y avait justement peut-être un travail psychologique à réaliser, comme tu as pu le faire, toi, finalement, assez rapidement, en te disant, bah, le problème, moi, c'est pas l'alimentation, c'est une forme qu'a pris ma maladie et c'est un symptôme. Et du coup, bah, la source originelle, bah, je dois la travailler par plutôt la sphère psychologique. Moi, ça n'a pas du tout été le cas, par exemple. C'est que j'ai vraiment travaillé bah, l'alimentation, la prise de poids. Et du coup, pendant plein d'années derrière, j'ai mis d'autres effets compensatoires pour me rassurer de cette prise de poids, mais en même temps pour dire aux médecins et à mon entourage, regardez, je suis guérie, je prends du poids. Et en fait, j'ai traité ça très longtemps jusqu'au jour où je me suis dit, je ne suis pas guérie parce que j'ai encore un mal-être en moi qui n'a pas été résolu. Et donc, c'est important, je pense, de le dire pour toutes les femmes aussi, ou les mamans, ou les papas, qui peut-être eh bien, ont des enfants, des adolescentes, et aussi les hommes, hein, mais c'est vrai que statistiquement, c'est quand même plus les femmes qui sont touchées, mais il y a quand même pas mal d'hommes. Euh, de dire, OK, malheureusement, quand l'alimentation devient un problème et quand notamment il y a une perte de poids assez importante, c'est pas que c'est trop tard parce que rien n'est trop tard, on peut toujours en guérir. Par contre, ça veut dire que la maladie est déjà bien avancée et que certes, la prise de poids va être nécessaire pour reprendre de l'énergie et limiter les carences nutritionnelles. Par contre, ça ne veut en aucun cas dire que c'est la guérison en fait. Donc, faut rien lâcher, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, pour parler un petit peu espoir, puisque tu t'en es sorti quand même, quel a été ton cheminement justement vers cette guérison? Tu as commencé à le dire, tu as tu as eu la volonté d'avoir un suivi psychologique. Comment ça s'est passé? Alors, je ne te demande pas de raconter ton suivi psychologique, bien entendu, mais ta démarche peut-être progressive, est-ce qu'il y a eu que ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Comment tu t'en es un peu sortie pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui aimeraient avoir quelques pistes? Hum, La première chose que je vais notifier, c'est que ça peut paraître un peu étrange, mais je vais expliquer pourquoi. En fait, j'ai jamais essayé de guérir. J'ai essayé d'aller mieux. Et je pense que cette nuance, elle est très importante. On pourra peut-être en reparler plus tard, mais dans tout ce qui est notion de bien-être, indépendamment de l'anorexie, de ne pas se dire, voilà, je veux atteindre cet objectif, mais juste d'essayer d'amorcer quelque chose et de prendre plaisir, enfin de prendre plaisir. Là, je ne parle pas d'un point de vue anorexie, mais d'un point de vue bien-être, voilà, de se concentrer sur le processus. Alors, pourquoi moi, j'ai pas essayé Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement, moi, je savais que généralement, l'anorexie se développait plus jeune. Mais voilà, avec quelques mots, j'avais jamais pris conscience que moi, j'avais quand même vécu mon adolescence et une ou deux années de jeune adulte sans cette maladie. Et c'est autre chose de grandir. Enfin, tu vois, on continue toujours de grandir, mais donc moi, je sais que peut-être que cette prise de conscience de ben, c'est avant tout psychologique, ça vient de ben, je me suis vue avant et je sais que c'est psychologique en fait. Tandis que si ça nous arrive plus jeune, je pense que l'entremêlage des deux est quand même plus flou. Euh, Donc oui, j'ai commencé. En fait, c'est ma meilleure amie, donc, qui s'appelle Gaëlle. Je me permets de la nommer parce que je pense qu'elle reviendra dans ce podcast, qui a été la seule personne en fait durant ces années avec qui j'avais un contact. Et c'était un contact qui était spécial parce qu'on habitait assez loin et c'était uniquement par mail. À l'époque, les textos, c'était pas encore très très voilà, donc c'était uniquement par mail. On se voyait pas, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de texto, c'était par mail. Donc c'était vraiment une microscopique fenêtre avec le monde extérieur, et c'était le seul que j'avais. Et c'est elle qui m'a parlé d'un travail avec un psychologue. Au début, je lui ai dit, ben non, non, vraiment non, parce que comme j'expliquais, pour moi, c'était mon cocon et je n'étais pas prête à en sortir, même si ça signifiait que je souffrais.
Et donc, quand j'ai commencé à voir... alors, d'abord, avant de trouver la perle rare, j'ai essayé 3 psychologues. Et j'ai trouvé celui qui me convenait au bout du 4e. Ça, c'est autre chose aussi qui est important de savoir. N'importe quel psychologue ne correspond pas forcément à une personne. Il faut peut-être essayer, voilà, c'est comme un boulanger, une sorte de baguette peut très bien, une personne peut très bien adorer cette baguette, et une autre, ben non, il faudra qu'elle soit plus ceci comme ça. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est au bout du 4e que j'ai essayé, que je dis, OK, ben ça sera lui. En l'occurrence, c'était un homme. Et j'ai fait un travail pendant 3 ans, euh, spécifiquement sur ça, mais sur aussi mon contact avec le monde extérieur, parce que comme j'expliquais, c'était un peu le nœud, enfin les racines de ma maladie, cette difficulté à rentrer à vivre en France avec ces différences que moi j'avais connues avant. Et ensuite, j'ai plus tard, pour d'autres raisons qui n'ont absolument rien à voir avec l'alimentation, j'ai recommencé un travail sur moi avec 2 autres psychologues. Donc là, j'en suis actuellement, je suis suivie par une 3e psychologue pour d'autres choses. Et j'ai toujours aimé grandir, apprendre sur moi, pas dans le but d'être la meilleure personne et d'être une personne parfaite, parce que ça n'existe pas, mais juste de d'être plus heureuse, de mieux me connaître et autres. Et, euh, et je vais terminer ça avec l'explication de pourquoi je n'ai pas essayé de guérir. En fait, je crois qu'au bout d'1 an de faire un travail avec ce psychologue qui m'a beaucoup aidée, j'ai ma grande sœur qui avait un carnet d'adresses assez impressionnant sur Paris, qui en fait connaissait, donc je ne vais pas le nommer, mais voilà, qui est très connu en France, c'est le grand ponte des troubles du comportement alimentaire. Il a écrit des livres, fait des plateaux télé, tout ça. Et à l'époque, donc en 2007-2008, voilà, il prenait plus de nouveaux clients et elle a réussi à m'avoir un rendez-vous. Donc pour moi, c'était le voilà, il va m'aider, il va amplifier l'avancement que je fais en parallèle avec mon psy, ça va être extraordinaire et tout ça. Et lors du premier rendez-vous, je crois que je l'ai vu peut-être 2-3 fois. Lors du premier, donc je crois que c'est un nutritionniste. Ouais, je crois que c'est un docteur nutritionniste. Une des premières choses qu'il m'a dites, mais vraiment durant les 5 premières minutes du premier rendez-vous, il m'a dit, de toute manière, vous ne guérirez jamais de vos troubles du comportement alimentaire. Et moi, en fait, je l'ai pas mal pris et je l'ai pas pris personnellement et tout ça. Alors, j'ai ressenti de la colère parce que je dis, ben, je vais voir littéralement la personne qui est considérée en France comme le plus grand ponte à ce niveau-là. Si lui me dit ça, ben, c'est foutu. Ouais, c'est foutu, quoi. Enfin, et ça m'a même pas effleuré l'esprit qu'il pouvait se tromper. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde les statistiques des personnes touchées par ce trouble, ben, les statistiques ne sont pas très encourageantes quand même. Alors, il y a un petit pourcentage de mortalité, il faut quand même le mentionner, même s'il est faible, ben, il existe. Hein. Et ensuite, il y a voilà, un pourcentage de personnes qui n'ont plus de troubles du comportement alimentaire, mais ont un rapport avec l'alimentation qui est conflictuel, difficile, qui sont toujours dans qu'est-ce que j'ai mangé à ce midi, est-ce que c'est pas trop par rapport à hier soir, du coup, qu'est-ce que j'ai mangé ce soir. Enfin voilà, c'est un peu omniprésent au niveau des pensées. Et moi, en fait, il m'a dit, ben, vous ferez partie des 80% qui peut-être se sortiront de l'anorexie, mais qui ont toujours un lien très difficile avec l'alimentation. Et moi, en fait, quand il m'a dit ça, mais ben voilà, c'était ça. Et puis, je me disais, bon, ben ok, donc du coup, mon objectif, c'est pas de guérir, mais c'est de trouver un meilleur équilibre avec ça jusqu'au restant de mes jours, en fait. C'est super ce que tu dis parce que justement, alors j'ai fait quelques petites recherches sur toi et j'ai essayé j'ai chopé un petit texte que tu as écrit, donc je te cite. Tu as dit: je ne souhaite pas me définir ou être définie par mon régime alimentaire. J'aime cuisiner, partager, manger, découvrir, transmettre tout ce qui a attrait à l'alimentation. Mais aussi importante cette place soit-elle en mon cœur, je suis aussi plus que ce que contient mon assiette. Et j'ai été
personnellement, et je pense que ce ne sera pas que moi, très touchée par ce que tu as dit, parce que ça reflète exactement mon état d'esprit et ce vers quoi je tends. Alors, je pense d'année en année, de jour en jour, je tends de plus en plus vers ça. J'admets aussi que ce n'est pas non plus, j'ai pas encore atteint, je pense, cet objectif-là, enfin cet objectif, cet état d'esprit-là, parce que je suis encore peut-être trop préoccupée par l'alimentation. Bien que depuis quelques mois, et c'est peut-être ça aussi qui a marqué une grande transition aussi dans mon cycle notamment, on pourra aussi en parler plus tard. Bien, en fait, je suis passée, pour le coup, moi qui me pensais justement guérie il y a eu quelques années auparavant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais développé d'autres comportements compensatoires, comme chez beaucoup d'anorexiques, le sport, l'activité physique, mais aussi l'orthorexie, différents modes alimentaires que j'ai pu tester, des régimes miracles ou des choses comme ça, ou encore cette passion pour le bien manger. Ensuite, au fur et à mesure, et tu me diras après comment toi tu l'as vécu, mais j'ai aussi croisé le chemin de la naturopathie. Et dans la naturopathie, l'un des principes d'hygiène de vie, c'est justement cette alimentation dite saine, vitale, etc. Alors oui, c'est un très bel outil aussi de santé, effectivement. Par contre, chez des personnes qui ont cette obsession pour l'alimentation, avec peut-être une histoire assez conflictuelle avec l'alimentation, de par des troubles du comportement alimentaire, par exemple, c'est pas forcément simple d'aborder, de garder à l'esprit que l'alimentation, c'est un outil de santé, effectivement, sans tomber ou sans retomber dans cette orthorexie ou en tout cas dans ce rapport conflictuel avec l'alimentation. Pour ta part, il me semble que tu as eu aussi une alimentation végétarienne pendant quelques années. Puis après, tu as décidé aussi de réintroduire des produits animaux. Alors, la végétarienne, on mange des œufs, ça dépend quel type de végétarisme l'on a, mais il peut aussi y avoir des produits animaux déjà. Tu pourras plus nous expliquer que moi, mieux expliquer que moi ton parcours alimentaire. Mais est-ce que tu pourrais justement nous raconter un petit peu tes différents peut-être parcours alimentaires et aujourd'hui, comment tu as concrètement réussi à avoir cette relation non conflictuelle et à te détacher de ton assiette, justement, comme tu le dis? En tant que naturopathe, Alors, d'ailleurs. ouais. Hmm. Alors, ça fait plusieurs questions. Je vais essayer d'en omettre aucune. Euh, je vais peut-être commencer par un souvenir. Alors, il y a, oui, le parcours alimentaire végétarien et autres, comment je me suis libérée et oui, le rapport avec la naturopathie, etc. Alors, je précise aussi que je sais pas si, enfin, j'ai pas été diagnostiquée par un professionnel pour ça, mais moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai été dans l'orthorexie. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas trop, la volonté de manger, entre guillemets, parfaitement ou frôler la perfection. Et il y a une notion de contrôle, de quantité et de qualité. Et la notion de quantité est supérieure à la quantité envisagée par une anorexie. Voilà, quand même pour un peu définir. Euh, je me souviens ah oui, donc j'ai fait mes études de naturo de 2010 à 2012. Mais j'ai choisi de faire cette reconversion en 2009. Et en 2009, du coup, j'avais fait un tableau Excel de comparatif de toutes les écoles qui existaient en France alors. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et j'avais été aux portes ouvertes de plusieurs et autres. Et quand j'ai décidé de choisir, quand j'ai choisi mon école, donc j'ai fait le Sénato à Paris, j'ai demandé, j'ai rencontré le directeur Daniel Kieffer et je lui ai demandé de me donner une liste de livres à lire pour préparer ma rentrée. Donc, des livres que j'ai lus durant cette année-là. J'ai pris des notes, j'ai fait des petites fiches, tout ça. Et en fait, je me souviens d'un livre que Daniel Kieffer a écrit lui-même qui s'appelle L'homme empoisonné. Je pense que certains naturaux qui nous écoutent verront au moins la couverture ou le titre. Enfin, voilà, il est un peu connu. Et alors, le livre, en fait, il fait une liste de tous les toxines ou toxiques, que ce soit alimentaires et non alimentaires. Il est important de souligner qu'il y a aussi d'autres choses dans notre environnement qui peuvent nous perturber à ce niveau-là. Voilà, et tout ce qu'il faudrait du coup éviter. Voilà. Et moi, à cette époque-là, j'avais un rapport très conflictuel. Enfin,
pas conflictuel, mais pas fluide et sain et intuitif avec l'alimentation. Mais je mangeais mieux. Donc, pour moi, j'étais plus dans l'orthorexie que l'anorexie. Et je me souviens que quand je finissais un peu le livre, c'est quand même un petit pavé, en fait, j'ai rigolé. Enfin, j'étais vraiment en train de lire mon livre et j'ai rigolé. Et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, mais en fait, littéralement, c'est impossible d'avoir une alimentation parfaite. Tous les jours, tout au long de sa vie, c'est littéralement impossible. Sauf si on vit au fin fond d'une montagne, dans sa petite hutte, et qu'on fait son potager et voilà, qu'on fait rien d'autre. Et en fait, me rendre compte de ça et me rendre compte que c'était pas grave, en fait, qu'il fallait simplement trouver un équilibre et que cet équilibre-là incluait une forme d'imperfection et que c'était très bien ainsi, ça a été un peu libérateur. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais mentionner. La deuxième chose, c'est que euh, ça peut paraître quand même contradictoire, mais lorsque j'ai les quelques mois ou quelques années où j'ai été orthorexique, euh, c'était OK pour moi de faire des écarts, d'aller au restaurant, de manger une pizza ou des trucs comme ça. Mais par contre, il fallait que je me prépare psychologiquement plusieurs, en général, jours ou semaines avant. Euh, voilà. Et donc ça a été un peu une acceptation d'inclure l'imperfection dans le processus. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris à travers mes consultations naturelles qui m'a étonnée, alors sans jugement, mais c'est juste, je me dis, ah ok, bon, ben, la manière dont moi je vis l'alimentation saine est différente des autres. C'est que moi, lorsque j'ai découvert, je préfère parler d'alimentation alternative parce que je trouve que ça a un côté un peu plus gourmand. Voilà, on fait des gâteaux avec, au lieu de prendre de la farine de blé, ben, on prend plein de farine, les purées d'oléagineux, enfin les différentes huiles végétales et ça. En fait, c'est plus de variété. Mmh. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser le terme alimentation alternative. Et du coup, je pense que j'ai vécu cette découverte comme un enrichissement et agrandir sa palette gourmande et au niveau des papilles que quelque chose de restrictif. Il faut que je mange sain, donc il faut que je mange ceci et pas cela. Le fameux interdit, ça, c'est pas sain. Moi, c'était plus, mais en fait, il y a tellement plus de choses à découvrir, à manger, à cuisiner avec la cuisine alternative. Donc, pour moi, c'était plus une ouverture qu'une restriction. Et bon, ben, je sais, pas toutes, mais la majorité des personnes que je vois en naturo, c'est il faut que je mange sain, donc il faut que je restreigne. C'est un peu comme une privation. Et ça, je pense que c'est très important de la manière dont on vit, où on ressent, où on se projette à ce niveau-là. Et pour répondre à la dernière question, je crois que c'était la dernière, comment j'ai réussi le terme libération, à me détacher de mon assiette et tout ça. Euh, Ça s'est fait sur le long terme et sans que je cherche à le faire, encore une fois. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que de 2014 à 2017, j'ai été en couple avec un homme qui, par sa propre histoire de vie qui lui appartient, voilà, c'est pas juste que c'est un gros méchant, j'aime pas catégoriser les gens comme ça. Il a son histoire de vie qui fait que il a eu des idées préconçues ou des attentes au niveau des femmes avec qui il devait être en couple et il désirait que ces femmes aient une hygiène de vie saine, restent minces, voilà, un truc un peu basique, la gentille jeune femme qui est au foyer, qui fait le ménage, qui fait à manger, qui mange sainement, qui fume pas, qui boit pas, qui est mince et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose de se faire vivre ça soi-même, un peu cette torture psychologique et ou physique via l'alimentation. C'en est une autre quand il y a une personne extérieure qui, très différemment, nous transmet qu'il faut faire attention, qu'il faut, etc., etc. Et là, en fait, ça a été un peu un électrochoc où je me dis, mais en fait, c'est très violent ce qu'il me fait faire, ou ce qu'il me dit, ou ce qu'il attend de moi, et c'est pas normal. Et bon, ben, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai mis fin à la relation.
Euh, et, euh, et c'est grâce, entre guillemets, à cet électrochoc que j'ai pu enclencher un autre niveau de cheminement, je dirais, sans le chercher. Et c'est par le biais de lecture, de podcasts, d'autres choses. Et je répète, hein, avant ça, j'avais fait 3 ans avec un psychologue. Donc, sans ces 3 années, je pense que j'aurais pas les lectures, les podcasts et tout ça, ça n'aurait pas fonctionné. Petit à petit, j'ai retrouvé un lien avec l'alimentation plus intuitif, spontané et naturel. Comme tu le dis et comme on le perçoit de ton parcours, effectivement, c'est vraiment un cheminement en plusieurs phases et je C'est pense que ça. c'est important aussi de l'intégrer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme d'ailleurs l'anorexie ne s'est pas mise en place du jour au lendemain, hein. C'est des fois pas mal de Mm. choses qui font que. Et comme tu le disais aussi très bien tout à l'heure, c'est pas, enfin, pour moi, et c'est le cas pour n'importe quoi d'ailleurs, pour n'importe quoi dans la vie. Moi, j'aime bien aussi me dire que je me focalise plus sur le chemin, le processus, comme tu le disais, que sur la cible. Parce que finalement, une fois la cible atteinte, des fois, en plus, elle n'est pas forcément atteinte, et peu importe, eh bien, on passe toujours à autre chose de toute façon. Et donc, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir aussi sur le processus. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le cas pour une guérison comme ça, que pour aussi n'importe quel type de projet que l'on peut mener dans la vie. Mhm. Puisque souvent, le chemin est beaucoup, enfin, c'est pas souvent, Mhm. c'est le chemin est Mhm. beaucoup plus long que l'objectif en soi, en fait. Donc, autant prendre du plaisir sur le chemin qui va représenter plus de temps dans notre vie. Donc ça, et je pense que c'est important effectivement sur le cas de l'anorexie, de maladie, de bien prendre conscience que ça peut prendre du temps, mais que chaque étape, eh bien, c'est un pas de plus en fait. Ouais. Et c'est aussi OK si on a des paliers, Mhm. que pendant quelques mois ou 1 ou 2 ans, ben, on a l'impression de ne pas évoluer, mais juste de rester stable. C'est très bien aussi, c'est juste que le corps et l'esprit ont besoin de se placer dans ce palier, dans ces nouvelles habitudes et autres. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de répondre à la partie évolution de l'assiette, végétarienne et autres. Je ne sais pas Oui, si je ouais, peux du coup y répondre là. bien sûr. Ok. Euh, euh, par rapport au végétarisme, je l'ai été de 2010 à 2015, donc environ pendant 5 ans. Et contrairement à beaucoup de personnes, à la base, c'était pas un choix éthique. Ça l'est devenu après. Mais à la base, c'était à la fois un choix financier, je vais expliquer pourquoi, et à la fois une préférence personnelle. Donc ma préférence personnelle, en fait, c'est depuis toute petite, mais depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, voilà, 4, 5, 6 ans, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les produits animaux, enfin surtout la viande et le poisson. En gros, enfant, je ne mangeais que du bœuf haché, du blanc de poulet et du thon et du saumon. Je mangeais aucun autre poisson, aucune autre viande, pas de pâté, pas de rillettes, voilà, tout ça, tout ça. D'un point de vue gustatif et de texture, j'aimais pas ma mère, parce que bon, ben, dans les années 80-90, le végétarisme, les parents, ils n'étaient pas forcément, ils savaient pas que c'était possible ou comment inclure les légumineuses. Maintenant, un peu plus, quoi. Quand on voit que son Mm. enfant, il n'a pas trop envie, ben, on essaye de faire autrement. Mais dans les années 80-90, surtout en plus à l'étranger, hein, on n'était pas en France, c'était un peu plus difficile. Et du coup, ma mère, mais elle se prenait la tête pour me faire manger des protéines. Elle faisait dans des sauces bolognaises, dans des lasagnes, dans hachis parmentier mélangé avec de la purée. Enfin, c'était tout un truc. Et c'est uniquement sous ces formes-là que je daignais manger. Voilà. Et ensuite, en plus de ça, quand j'étais petite et adolescente, j'ai eu une en fait, j'ai fait le lien entre ce qu'il y a dans notre assiette et l'animal. Et dès lors que j'ai fait ce lien-là, et je suis la seule de ma famille à avoir cette particularité, je dirais, pour moi, c'était pas possible en fait. J'ai jamais mangé de lapin, parce que le lapin, ben, c'est un animal de compagnie, ou le cheval, ou les bébés animaux, le veau, l'agneau, etc. Donc, en plus de pas trop aimer la texture ou le goût de certaines protéines animales, il y avait je veux pas manger tel animal.
Et voilà, et ça a été vraiment comme ça depuis toute petite. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand quand j'ai commencé mes études de naturo, moi, j'étais célibataire, il n'y avait personne pour subvenir à mes besoins, je me débrouillais toute seule comme une grande. Et j'avais pas beaucoup d'argent parce que je touchais les ACD. Donc, moi, je sais que pendant 2 ans, rien que pour acheter un paquet de riz, je comparais le prix du paquet de riz entre 3 magasins bio pour savoir où j'allais l'acheter, quoi. Donc, le saumon, qui est quelque chose d'assez cher, ou le poulet, j'essayais de limiter. Et en fait, un jour, au mois d'octobre 2005, je me suis rendu compte que ça faisait une semaine, alors que j'étais en train de préparer un pavé de saumon vapeur, je me suis rendu compte que ça faisait une semaine que j'avais rien mangé en termes de protéines animales, enfin en viande des poissons. Je me suis dit, mais en fait, ça ne m'a pas manqué et financièrement, c'est intéressant. Et je vais essayer de faire ça. Et après, par le biais de mes études, de lecture, de recherche, etc., il y a eu une facette éthique et écologique qui se sont greffées. Et pourquoi j'ai arrêté de l'être, je ne sais pas si on pourra en reparler après ou dans le prochain épisode, mais j'ai souffert du syndrome de l'intestin irritable pendant 8 années. Donc, ce qui a compliqué aussi mon rapport avec l'alimentation d'une certaine manière, tout en la facilitant. C'était un peu étrange. Mais en fait, techniquement, j'étais arrivée à un stade d'une telle intensité de troubles que mon corps refusait tout ce qui était protéines végétales, donc le soja, les légumineuses et autres, les noix, les graines oléagineuses. Et le fait de réintégrer du blanc de poulet et du poisson, c'est quelque chose qui m'a aidé à retrouver un meilleur équilibre physiologique. Ok. Voilà. Tu as mentionné quelque chose là qui m'a fait tilt, mais c'est passé, c'est reparti. Ça m'arrive ça des fois des pertes. Attends, juste je prends 30 secondes pour y réfléchir. Ouais. Ah oui, ça y est. C'était pas si loin que ça. C'est juste une petite remarque que tu as glissée comme ça et je souhaite l'extraire. C'est que tu as dit, je n'avais pas beaucoup de moyens, je touchais les acédiques, tu comparais, mais tu as dit, je comparais entre plusieurs produits de magasins bio. Et je voulais juste l'extraire parce que souvent on dit manger sain, manger bio, ça coûte cher. Donc moi, je ne gagne pas assez d'argent, donc je peux pas me permettre. Et je vais prendre un beefsteak haché, enfin un bœuf haché premier prix chez Carrefour, par exemple, qui est absolument pas terrible en termes de composition et d'apport nutritif. Mais toi, tu as quand même décidé de maintenir une alimentation d'origine biologique ou peut-être d'agriculture raisonnée, je ne sais pas après jusqu'où tu allais, malgré tes faibles revenus. Voilà, je sais pas. C'était juste, je pense, une petite remarque, mais je ne sais pas si tu veux expliquer derrière. En fait, c'est une remarque qui est hyper intéressante il y a cet article qui date vraiment d'il y a très très longtemps, mais il est toujours d'actualité. Sur mon blog, il y a une page qui s'intitule Bio, sain, équilibré, végétarien, deux points, tous synonymes pour l'interrogation. En fait, quand j'ai quitté la maison familiale, mon père m'a appris à tenir mes comptes. Alors lui, c'est un peu à l'ancienne sur des papiers, tout ça, machin. Mais vu que moi, j'ai fait un BTS assistante de gestion avant d'être naturopathe, je suis aussi, voilà, je maîtrise un peu les tableaux Excel et autres. Et je ne sais pas si c'est un truc un peu bizarre, mais bon, en tout cas, en tant que gérante d'entreprise, on est un peu obligé aussi d'avoir ça. En fait, j'ai mes comptes mensuels depuis que j'ai quitté mes parents. Donc, chaque mois, je sais ce que je peux dépenser, qu'est-ce que j'ai dépensé en alimentation, en sortie, en trucs, selon la différente nature des dépenses. Et en fait, j'ai comparé le fait de manger bio, non bio. Beaucoup de gens pensent que le fait de manger bio, c'est pas forcément changer son alimentation, mais c'est d'acheter un produit où il y a le label bio. Donc oui, si on fait ça, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'un cordon bleu bio coûte beaucoup plus cher qu'un cordon bleu industriel. Un cordon bleu bio peut être industriel, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais voilà, ou un yaourt bio, c'est plus cher que voilà, ou brebis, chèvre, etc. Mais en fait, le fait d'avoir une alimentation alternative adaptée, ou saine si on veut, ça inclut le fait de changer
aussi certaines choses, de ne pas manger forcément de la viande tous les jours ou du poisson tous les jours. Et du coup, en intégrant ces différents changements, en mangeant par exemple de saison ou autre, local, ben, finalement, en fait, ça coûte moins cher. En tout cas, pour moi, ça a fini par donner quelque chose de moins cher. Oui, donc c'est ce que tu disais, et ce que le point sur lequel j'assiste aussi beaucoup, c'est de par la variété aussi de ce que l'on mange, que l'on peut après gérer notre budget aussi global, notamment, Mhm. et ne pas omettre la qualité au final. Mhm. Tout à fait, oui. Ok, bon, c'est une petite remarque que je trouvais intéressante Très d'inclure. intéressante. J'aimerais qu'on passe maintenant à une autre petite partie qui est totalement en lien aussi avec l'épisode ton épisode de l'anorexie mentale, à savoir la place de ton corps et de ta féminité dans ta vie. Tu as partagé aussi beaucoup, enfin tu partages beaucoup tes avis sur les culottes menstruelles. Et si je ne me trompe pas, tu as souffert de par ton anorexie mentale, j'imagine, d'une longue période d'aménorrhée secondaire dite hypothalamique. Pendant combien de temps tu n'as pas eu de cycle? Pendant 13 ans et quelques mois, Et est-ce que tu de étais sous... 2005 à 2018. D'accord. Et est-ce que tu étais sous contraception hormonale à ce moment-là? Alors en 2005, quand j'ai sombré dans l'anorexie, j'étais sous pilule, mais je l'ai arrêté au bout de 4 5 mois, quoi. Et quand je l'ai arrêté, bah, j'avais déjà perdu, je sais plus trop, mais je pense que j'avais déjà perdu au moins 8 kilos. Mhm. Donc, j'étais pas en sous-poids, mais quand tu as une certaine constitution depuis ta naissance, comme ça, et tout d'un coup, pouf, non seulement tu te restreins, mais en plus tu perds beaucoup de poids, et que tu arrêtes la pilule que tu prenais depuis plusieurs années, le corps, il dit, oula, comment je deal avec tout ça? Et puis, il a pas dealé, en fait. Et mes cycles sont jamais, ne sont pas revenus du tout. Et j'ai pas eu de règles pendant 13 ans. Et du coup, D'accord, après, j'ai plus pris de pilules ou autres moyens de contraception. d'accord. Pourquoi je pose la question de la contraception hormonale? Parce que souvent, la prise d'une contraception hormonale, notamment la pilule, cache une aménorrhée. Parce qu'on pense avoir un cycle en saignant selon la pilule que l'on prend, alors que finalement, ce n'est pas des menstruations. Non. Je vais éternuer. Non, c'est bon, c'est passé. Et, euh, et du coup, en fait, on s'en rend compte bien plus tardivement quand on décide, pour une raison X ou Y, d'arrêter la pilule et on se dit, ah bah non, mais j'ai pas mes règles. Alors, ça peut être un effet post-pilule, mais quand ça dure notamment 13 ans, 1 an, 2 ans, Ah 3 oui. ans ou plus, c'est qu'il y a peut-être, il y a eu peut-être un effet de la pilule, mais derrière, c'est pas ça qui a Mm. engendré vraiment la cause de l'absence de cycle. Et du coup, pendant toutes ces années sans menstruation, donc sans cycle, comment tu le vivais? Bien, 13 ans, c'est long. Donc, il y a eu plusieurs périodes où je l'ai vécu différemment. Alors, très concrètement, je pense les 2 3 premières années, au moins les 3 premières années, c'était, mais le dernier de Ouais, la dernière de mes préoccupations. Je tiens à préciser aussi tout de même que je n'étais pas en couple, je ne voulais pas d'enfant, parce que peut-être que j'aurais vécu du coup ça très différemment. Mais voilà, sans être en couple et sans désir d'enfant, avec toute la souffrance que j'avais, et puis ma vie en société, enfin voilà, tout ce que ça a pu générer, vraiment, mais sur la liste, enfin, c'était même pas dans mes listes de préoccupations, c'était même pas en dernière position, ça, c'était inexistant, quoi. Et ensuite, je pense oui, je me suis peut-être trompée de date de 2005 à 2008, donc voilà. Et à partir de 2008, je me dis, ben, est-ce que, enfin, pourquoi elles sont pas revenues, quoi? Parce que j'avais quand même réintégré beaucoup de choses, je mangeais mieux, même si je contrôlais, je mangeais mieux, en quantité, en qualité. Et du coup, bon, bah là, de 2008 à environ, je dirais, 2000, je sais pas, 2015, 2016. Il y a eu plusieurs périodes où il y a eu des périodes où je me sentais pas femme. Je me disais, ben, je suis une sorte, pas d'hybride, mais voilà, j'ai un statut qui est un peu inexistant où je me sens pas femme parce que j'ai pas
cette, je sais pas comment dire, mais cette manifestation qui est propre normalement aux femmes adultes. Alors bon, on peut très bien être une femme, pleinement femme et sans règles, hein, ça c'est autre chose, mais moi, comment je l'ai vécu, c'était comme ça. Et donc, ça a alterné des phases où je me sentais pas bien et j'ai essayé mais, un nombre de choses, mais absolument incalculable. Enfin, la liste est sans fin. Et des moments où je disais, bon, ben, c'est juste comme ça reviendra quand ça reviendra. Il y a aussi quelque chose qui m'a rassurée et qui m'a permis, je pense, d'alterner ces quêtes de consulter des thérapeutes, des voilà, aromas, tout ce que tu veux, énergéticiens, shiatsu, acupuncture, voilà, entre des phases où bon, ben, je lâchais complètement prise. C'était que j'avais vu, je pense que j'ai vu entre 4 et 5 gynécologues différents. J'ai fait des tests, enfin bref, analyse sanguine, écho, pelvienne, tout ce que tu veux. Et tous les docteurs m'ont dit tout est normal, tout est en place, tout est parfaitement normal. Si un jour vous voulez des enfants, il n'y a pas de souci, avec un petit traitement, ça ira tout seul. Donc du coup, c'était pas genre une maladie grave qui allait faire voilà, me faire basculer dans je ne sais quel autre délire physiologique. Donc, euh, donc voilà, ensuite j'ai alterné ces périodes de quête, de non-quête. Et oui, j'ai arrêté de chercher environ 1 ou 2 ans avant de retrouver mes règles, je pense. On ne l'a pas vu, mais j'ai pas mal souri quand tu as mentionné ton alternance justement de période quête, non-quête, et notamment tes rencontres avec les gynécos. J'ai l'impression que c'est un discours qu'ils apprennent ça peut-être pendant les études, je ne sais pas. Mais ah bah, vous n'avez pas vos règles, pas de problème. Tant que vous ne voulez pas d'enfant, il n'y a aucun souci. Au pire, si vous voulez un enfant, on vous donne une petite pilule pour ovuler et puis ce sera bon. Et moi, j'ai aussi entendu ça, ce qui m'a permis, en fait, au final aussi de peut-être ne pas toujours rester dans cette période de remise en question, de manque de féminité, de dire mais je suis pas normale, il y a un truc qui cloche en moi, etc. Donc, bon, ça, effectivement, ça peut avoir des vertus. Notamment cette notion de on fait tous les examens. Je sais que j'avais eu examen pelvien, mais j'avais aussi eu IRM de l'hypophyse et de l'hypothalamus pour Ah être oui. sûr qu'il n'y avait pas une tumeur, par exemple, qui La empêche la tumeur, ouais. transmission. Mm. Donc forcément, ça rassure, mais au final, ça veut dire qu'il y avait un problème de transmission quand même. Euh, et, et moi, je sais que je suis arrivée à un moment où je me suis dit, ah, ok, tout va bien physiologiquement, mais il y a quand même un truc qui ne va pas, parce que si tout allait bien, ça reviendrait quand même. Donc moi, ça a continué quand même un petit peu à me faire poser des questions. Par contre, j'ai très vite compris que le problème n'était pas des carences nutritionnelles, enfin n'était plus en tout cas ça. Mm. Il y avait bien un travail psychologique de fond à faire. Donc ça permet en tout cas d'aiguiller un peu plus les pistes d'action, parce qu'en plus, tu te dis avoir testé pas mal de choses. Donc, par contre, un sacré message d'espoir que tu racontes là, puisque tu as eu quand même 13 ans sans cycle. Mm. Et Mm. malgré tout, au bout de 13 ans, ce cycle est revenu. Mm. Pendant 1 ou 2 ans, tu n'as pas fait grand-chose, tu disais, tu as lâché un peu prise. Est-ce que tu saurais finalement dire ce qui a pu faire revenir ton cycle? Est-ce que c'est ce vrai lâcher prise ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu faire qui auraient contribué à ce retour de cycle? Moi, je pense qu'il y a eu 2 choses. La première chose, c'est une prise de poids. J'ai mentionné que, en fait, entre l'anorexie et le fait d'être complètement libérée, d'avoir une relation fluide et intuitive avec l'alimentation, j'ai eu une période où c'était quand même très compliqué parce que je sortais de l'anorexie, donc ça c'était lié à moi, et ensuite parce que j'avais le syndrome d'intestin irritable, et ensuite parce que j'étais dans une relation amoureuse avec un homme qui avait certaines exigences ou certains souhaits et qui trouvait ça normal, voilà. Donc tout ça, voilà, c'était pas juste la suite de l'anorexie, c'était plein de choses qui s'entremêlaient et qui faisaient que c'était très compliqué. Euh, du coup, même si j'ai repris du poids, enfin voilà, j'ai repris mon poids le plus bas, après j'ai bien repris, mais moi, je pense aujourd'hui que j'étais à un poids qui est que pour beaucoup de femmes, le rapport taille-poids est complètement normal, elles ont leurs règles, etc.
Et moi, en fait, mon corps, bah, en fait, non, c'est pas ta constitution, c'est pas ta norme, je fonctionne pas comme ça. Et c'est après m'être séparée du coup de cette personne, avoir continué à faire un travail sur moi et autres, que de manière très, 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 très progressive, je crois que c'était sur 1 an ou un peu plus d'1 an, j'ai repris, pas énormément de kilos, mais j'ai repris des kilos. Et là, mes règles sont revenues. Et en parallèle de ça, ben, il y a eu aussi psychologiquement euh, cette libération. Quand on vit dans une relation qui est très déséquilibrée émotionnellement, euh, le corps, en fait, il se fige, il se crispe et il dit non, non, non. Et c'est un peu genre un- oui, une crispation un peu permanente, quoi. Hmm. Donc, je Tu as... pense qu'il y a eu ces deux, cette prise de poids et cette libération émotionnelle. D'accord. Tu as dit du coup que tu as eu une prise de poids plutôt vers la fin de ce processus-là, et donc ton corps a physiquement changé. Aujourd'hui, quelle relation tu entretiens avec ton corps de Bah, je femme? l'aime. Hmm. Bah, je l'aime, tout simplement. Comment tu Ouais, je fais? sais pas comment Comment dire. tu fais pour l'aimer? C'est compliqué, hein? C'est compliqué et en même temps, c'est si simple. Hmm. J'ai mon corps à moi, j'ai ma constitution à moi, j'ai des hanches extrêmement généreuses, des fesses et des cuisses aussi, et une taille très fine et un haut du corps assez fin. Euh, c'est hyper compliqué de trouver. Alors, les robes, c'est littéralement impossible parce qu'entre le haut et le bas, j'ai entre 2 et 3 tailles de différence. Donc, il faudrait faire des robes sur mesure. Mais par exemple, pour acheter des jeans, quand j'ai essayé de commencer à acheter de manière plus éthique au niveau de la mode, donc c'était en 2017, je crois que j'ai essayé 4 ou 5 marques de jeans différentes et puis c'était, en fait, il y a un problème, c'est pas possible quoi. Donc tout ce qui est pantalon, jeans, shorts et autres, en fait, c'est hyper difficile. Après, bon, j'ai fini par trouver une marque de pantalons qui me convient bien à ma morphologie. Mais j'ai appris aussi que, bon, ben voilà, dans ce qu'on voit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas la réalité, en fait. C'est pas, j'allais dire, c'est pas les normes. On a tous des normes qui nous sont propres, mais c'est des choses qui sont choisies. Même les photos sur Instagram, la majorité des gens sont retouchés, même si c'est pas, voilà, on enlève les vergetures comme sur Photoshop dans les magazines, ben, on refait les couleurs et des trucs comme ça. Euh, donc, je pense aussi que peut-être d'avoir avoir regardé des documentaires sur l'image. Il y a des documentaires sur Netflix, j'ai plus les noms en tête, mais qui sont très bien, qui montrent l'industrie un peu de l'alimentation, de, des produits minceurs, du sport et tout ça. C'est un peu un cercle vicieux sans fin. Euh, j'ai tellement maltraité mon corps. Et puis, il y a un truc aussi dont je me souviens. Désolée, c'est un peu fouillé, mais quand j'étais très, 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 très mince, pour pas dire maigre, en fait, j'avais la même morphologie qu'aujourd'hui, hein. On va pas, voilà. J'avais le même rapport taille-hanche à 1 ou 2 centimètres près, ça n'a pas changé du tout. Et j'étais très, euh, le terme en anglais, c'est floppy. Enfin, en gros, j'étais pas musclée dans le Tonique. sens, voilà, oui, voilà, c'est ça, Hmm. tonique. Et pourtant, eh bien, j'en ai fait du sport, hein, de la marche, du jogging, des trucs, comment on appelle ça, avec, qui ressemblent un peu au CrossFit, là où on muscle toutes les parties du corps dans tous les sens, plusieurs fois par semaine, machin. Mais en fait, ça change pas parce que adolescente, avant de tomber dans l'anorexie, vu que j'étais assez forte, il y a les adipocytes enfin pas les petites cellules qui recueillent la cellulite, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un terme particulier. Et eux, même s'ils se vident, euh, ils disparaissent pas en Hmm, fait. hmm. Et, euh, et oui, eh ben, je sais pas, aujourd'hui, je pense que le fait de retrouver mes règles, ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, ben, l'équilibre de mon corps passe par ce poids-là, et du coup, c'est parfait ainsi. Hmm. À l'heure actuelle, je suis aussi avec un homme. J'ai cette immense chance qui me trouve absolument parfaite physiquement.
même avec mes formes, etc. Pour lui, au contraire, c'est un atout et c'est quelque chose de beau. Et faut rappeler aussi qu'en France, il y a 2 ou 3 siècles, le fait d'avoir des formes et d'être bien en chair, quand tu vas au Louvre et que tu vois les tableaux, les sculptures et tout ça, clairement, c'était pas les mêmes normes. Mm. Et ben lui, sa vision d'une femme belle, c'est avec des formes généreuses comme moi j'ai. Mais ça, je l'ai acquis avant d'être avec lui. Et je pense que le fait de retrouver mes règles, plus le fait d'être aussi en couple avec quelqu'un qui me trouve merveilleusement belle avec ses formes, ben, ça aide beaucoup. Mm. Ouais, et puis c'est un beau message aussi de se dire qu'il n'y a pas, enfin, manger sainement, avoir un mode de vie sain, healthy, comme on peut le voir, etc., c'est en aucun cas lié avec une morphologie type. Et la preuve Ouais. en est, tu as peut-être eu, donc tu as eu une reprise de poids, et puis pour autant, dans l'IMC, tu étais dans la normalité, et pourtant, tu n'avais pas tes règles. Et elles sont venues quand tu as encore repris un peu plus. Quand toi, Mhm. ton poids de forme, en fait, ton poids santé, tu l'avais retrouvé. Et c'était pas Mhm. uniquement par rapport à un poids normal de gaussienne, on va dire, de la population. Et souvent, on peut voir, et en plus, c'est un beau message que tu portes parce que tu es naturopathe et on pourrait mettre des étiquettes, les naturaux, comme les profs de yoga, comme tout ce qu'on peut voir dans les photos Instagram, etc. C'est des personnes qui font telle morphologie parce que justement, elles mangent tellement, elles font du sport, blablabla. Alors que non, en fait, la morphologie d'une personne n'est pas en lien avec le fait d'avoir un mode Mhm. de vie sain, parce qu'en plus, mode de vie sain veut aussi dire psychologique. Hein, être Mhm. être en santé ne se résume pas au corps physique. Et le psychologique, il n'y a pas de morphologie type, donc ça se voit pas, ça se perçoit pas comme ça. Mhm. Donc je pense que c'est aussi très important pour toutes les personnes qui veulent tendre vers une vie plus saine, on va dire, plus bien-être, plus santé, de décorréler une éventuelle perte de poids associée, parce que c'est pas, ça se trouve, c'est même pas nécessaire au final. Il y a des personnes qui peuvent se dire, ah, j'ai besoin de perdre du poids, mais en fait, elles pensent que c'est pour être en santé, alors que finalement, c'est peut-être le travail inconscient depuis toutes ces années face à des photos types, etc., qui les ont persuadées qu'il fallait qu'elles perdent du poids. Mhm. Tout à fait. Des fois, c'est nécessaire, effectivement, mais des fois, ça ne l'est pas du tout. Donc, je pense que c'est important Mhm. de le mentionner. Donc, je le fais. Mhm. Ok, bon, on arrive tranquillement à la fin de ce long épisode, mais j'aimerais qu'on aborde une dernière petite partie qui est la place du bien-être dans ta vie. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que tu as une routine, si tu es une personne à routine, hein, c'est pas forcément nécessaire, qui te permet de te sentir bien justement en ce moment, dans cette période automnale que nous avons abordée récemment? Eh bien, je pense que ma seule routine qui a un peu inchangé depuis des années est liée au tout début du podcast, à savoir respecter mon besoin d'introversion. Donc en fait, je commence toutes mes journées, enfin j'essaye autant que possible et j'y arrive 99% du temps, par voilà, entre 1 heure, c'est le minimum vital, voire 1 heure et demie à 2 heures, où je me lève à mon rythme, je vais à mon rythme, je prends ma douche à mon rythme, je mange à mon rythme, je fais des choses qui me font du bien. Alors, je suis pas yoga morning, truc, lever de soleil, méditation, tout ça. Non, je me pose devant mon ordinateur, je regarde des petites vidéos, j'écoute de la musique, je lis ou des trucs comme ça. Voilà. Et ensuite, je peux dealer avec le monde, mon travail, les relations et tout ce qui se présente. Et j'ai quand même mes différentes casquettes au niveau professionnel me requièrent une très grande capacité d'adaptation. Avant de travailler à mon compte, j'étais vraiment, voilà, de telle heure à telle heure, je fais ça, et ensuite je fais ça, et machin. Concrètement, avec le nombre de casquettes que j'ai, c'est pas possible. Sinon, c'est une prise de tête sans fin, de la frustration et beaucoup d'énervement et tout ça. Donc, juste, je m'adapte et le matin, je respecte ce moment et ce besoin d'introversion. Ok. Quand tu dis que Donc, tu... ouais. Vas-y, je te laisse finir. Donc, ouais, en fait, je suis pas contre le fait de faire du yoga le matin. Je suis pas contre de méditer. Je suis pas contre le miracle morning et machin. Mais je suis contre le fait de le faire pour le faire parce que soi-disant c'est bien ou c'est healthy ou je sais pas quoi en Mm. fait. Mm. Ouais, je te rejoins et il faut toujours se poser la question pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est parce que on l'a vu quelque part ou est-ce que on est profondément convaincu que ça nous fait du bien? Il faut tester hein, pour le faire. Après, on C'est peut se ça, rendre compte que c'est ça ne ça. nous va pas ou au contraire que ça nous convient.
Et ça peut nous convenir, mais que sur une période donnée. Et après, on Ah n'a ouais. plus besoin de soi, on a besoin peut-être d'autres choses. Ouais, d'ailleurs, c'est une très belle remarque que tu dis sur la notion de routine ou d'habitude. C'est pas parce que ce sont des routines ou des habitudes qu'elles doivent rester figées Mhm. toute Mhm. l'année. Au contraire, en plus, Mhm. en fonction des saisons, de nos différents projets de vie, nos envies, nos besoins fluctuent et c'est important aussi de faire évoluer ces habitudes-là quand on sent que c'est nécessaire, ou quand on ne prend pas assez d'énergie. Parce que les routines sont aussi, enfin, ces routines, en tout cas ces moments que l'on se prend, sont censés nous énergiser. Donc si c'est plus le cas, c'est que peut-être le corps s'est adapté, c'est plus ce dont on a besoin à l'instant T, et il faut aussi admettre que ça doit changer, quoi. Juste, du coup, tu revenais sur la notion de ton adaptabilité. Du coup, aujourd'hui, ça veut dire que tu ne travailles pas forcément de 9h à 18h et ça peut t'arriver de travailler à des horaires qu'on dit pas forcément habituels, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, c'est très variable. Vu que euh, mon métier est une passion, j'y mets tout mon cœur depuis toutes ces années, mais je sais aussi que ça ne me définit pas. C'est pas le cœur de mon existence. Le cœur de mon existence, c'est moi-même et mes proches et la vie, voilà. Donc, mon métier est inclus dedans, mais c'est une facette. Donc, tout ça pour dire que je mets la priorité sur moi et mon couple et ma famille et mes amis. Donc, ça peut m'arriver le samedi ou le dimanche de vérifier mes mails, de répondre à deux, trois mails. Des fois, ça, je ne le fais pas du tout du week-end. Et des fois, bah, je réponds à des mails à 20h. Et des fois, je commence à travailler qu'à 10h. Et là, par exemple, cet après-midi, je vais à Paris à 15h30 et je pense que je vais travailler de 19h à 20h, peut-être un peu en rentrant. Enfin, voilà. Donc, ouais. Mais c'est bien aussi de l'admettre et de l'accepter parce que des fois, en fait, on sent qu'on a besoin d'avoir un rythme un peu différent de ce que l'on peut nous dire et on culpabilise de ne de pas faire ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Comme par exemple, à 18h, il faut se préparer, il faut se faire cette night routine pour se mettre en condition, pour bien dormir, etc. Il y a ce que l'on dit et ce que l'on apprend, et puis il y a aussi ce qui fonctionne pour nous et notre rythme aussi personnel, quoi, et qui peut aussi Mhm, changer d'une journée à une autre. Donc oui, c'est important de mhm. garder des phases de repos, un sommeil qualitatif, etc. Mais il y a des personnes qui ont peut-être cette envie et ce besoin de clôturer quelque chose avant d'aller se coucher pour bien dormir, même si ça signifie être sur les écrans juste avant. Je ne suis pas là en train de dire qu'il faut rester sur les écrans juste avant de dormir, mais je suis là juste pour apporter de la nuance, justement, comme tu mentionnais plus tôt. J'ajouterais juste, je pense aussi, pour en revenir à cette histoire de conscience, que c'est lié avec ma constitution. Ouais, Mais j'ai zéro problème de sommeil. Je pose ma ouais, tête sur l'oreiller, je dors dans les 30 secondes comme une ouais, souche jusqu'au ouais. lendemain matin. Si j'avais des problèmes de sommeil, peut-être que j'essayerais de faire autrement ou Mm, plus mm, attention le soir à quelque chose ou d'autre. Mais en mm, l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, mm. Oui, des profils plus nerveux ou PITA, par exemple, ont peut-être besoin, pour une qualité de sommeil suffisante, voilà. d'un moment off avant le sommeil. Et effectivement, c'est super important, d'où on revient encore, Mm. on boucle la boucle sur prendre du temps à apprendre à comment on fonctionne vraiment C'est ça. pour adapter en C'est ça. fait tous les aspects de notre vie. Mhm. Ok, j'ai deux petites dernières questions pour toi. Mhm. La première, c'est si tu avais trois conseils à partager à nos auditrices en lien avec ta propre expérience de vie, quels seraient-ils? Alors, je dois avouer que c'est la seule question à laquelle j'ai vraiment réfléchi avant notre entretien, parce que je voulais essayer de transmettre quelque chose le plus utile possible et universel. Donc, j'ai préparé mes réponses pour cette question. Alors, première, c'est de garder à l'esprit que tout ce qu'on peut mettre dans ce qu'on appelle le self-care, donc être encadré par un professionnel, naturopathe, psychologue ou autre, faire du yoga, Miracle Morning, tenir un journée de gratitude, voilà, tout ce qui est dans le self-care, le but, c'est d'être bien et c'est pas de bien faire. Mm. C'est d'être bien et pas de bien faire, je répète. Donc, si on est suivi par un thérapeute où on choisit soi-même de faire des choses ou de ne pas faire des choses, il faut se souvenir que si ça génère de la frustration ou un autre sentiment négatif, eh bien, il faut repenser
ce qu'on a mis en place ou ce qu'on a refusé de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on l'a mentionné plusieurs fois dans le podcast, c'est une petite piqûre de rappel, c'est l'important n'est pas le but, mais le chemin. Le chemin d'aller voir un psy pour aller mieux, de naturopathe, de mettre en place des compléments. C'est pas de se dire, ben voilà, d'ici 3 mois, je serai plus fatiguée, d'ici 3 mois, j'aurai plus cette peur, ou d'ici 3 mois, je sais pas quoi. C'est de se dire, ben j'évolue et mon évolution est belle, chaque jour est belle, et même si des jours je recule, j'ai l'impression de faire un pas en arrière au lieu de faire un pas en avant, ça fait partie du processus. Troisième et dernière, hyper méga archi importante, c'est on est tous et toutes différentes. En lien, par exemple, avec la routine du soir. Moi, je fais pas forcément attention parce que j'ai pas de problème de sommeil, mais peut-être qu'une autre personne, ça pourrait être intéressant de faire un peu plus attention. Donc, quelque chose qui peut être bien pour une personne, et ça, c'est alimentaire, émotionnel, exercice physique, yoga, tout ce que tu veux en routine, peut ne pas être bénéfique pour une autre personne et peut même être porté à préjudice. Voilà, donc c'est pas parce qu'une personne elle a guéri de je ne sais quoi en mangeant ceci ou cela que ça va marcher pour les mêmes personnes qui ont exactement ce même déséquilibre, pathologie ou autre. J'adore, merci beaucoup. Ça montre aussi la notion d'être acteur et actrice de sa vie. On peut se faire aider de plein de thérapeutes, de plein de médecins, lire plein de choses, etc. Mais rien ne vaut aussi le regard que l'on porte sur ces choses-là et la manière dont on veut les inclure justement dans sa vie ou ne pas les inclure. Et donc, ce n'est pas uniquement appliquer ce que l'on m'a dit de faire, mais c'est de se poser la question et garder cet esprit critique à chaque fois, de se dire, comme tu le disais, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin et ce qui va me faire du bien vraiment, au-delà de c'est bien. Est-ce que moi, ça va me faire du bien? Et ça a beau être un médecin qui le dit, un naturopathe, un praticien d'Ayurveda, peu importe la parole, la meilleure des paroles reste sa parole, la parole personnelle que l'on porte sur soi. Après, on peut se faire aider pour nous ouvrir les esprits, pour apprendre de nouvelles choses, mais en aucun cas, ces personnes-là qui vont vous aider devront avoir le dernier mot, surtout. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu as des petites ressources à nous partager, lecture, vidéo, podcast, un peu coup de cœur que tu aimerais nous conseiller? J'ai pensé à des recommandations qui sont en lien avec des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, donc en lien avec les TCA, notamment l'introversion et autres. Le premier, c'est un TED Talk sur les introvertis. Et je pense que ça a une répercussion vraiment au niveau mondial très importante parce que je crois que c'est dans le top 3 des vidéos TED Talk qui sont les plus vues. Ça a été plusieurs dizaines de millions de vues. Je sais pas si tu connais la chaîne TED Talk. Oui, si. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des interventions d'experts sur différents sujets. Enfin, voilà, n'importe quel autre sujet, scientifique, non scientifique, artistique, développement personnel ou pas. Mathématiques, géographie, voilà, il y a tout. Et il y a un TED Talk, je me souviens plus le nom, je crois que c'est Suzanne Cain, C-A-I-N, sur l'introversion. Et c'est vraiment en grande part, donc elle a écrit également un livre sur l'introversion qui a été traduit en français. Voilà, donc si vous n'aviez jamais entendu le terme introversion, que ce qu'on vous a dit en début de podcast, ça a résonné en vous, peut-être aller voir le TED Talk. Okay. Ensuite, au niveau plutôt de l'alimentation, des troubles du comportement alimentaire, des pistes qui, moi, m'ont beaucoup aidée. Alors, il y a deux choses qui ont été créées par Ariane Grombach, qui est une diététicienne basée à Paris, mais je crois qu'elle fait quelques consultations à distance, je ne sais pas trop. Et en fait, qui se définit elle-même comme diététicienne anti-régime. Donc finalement, on a appris à se connaître, elle et moi, et maintenant on déjeune ensemble 2-3 fois par an. On s'entend très bien, on a des valeurs communes. Donc elle prône un peu une sorte de liberté alimentaire. Elle est aux antipodes des diététiciens qui disent mangez 3 produits laitiers par jour, mangez une protéine ou tant de féculents. Voilà, non, elle c'est pas du tout ça. Et elle a un podcast qui a 50 épisodes qui est maintenant fini,
mais qui est extrêmement enrichissant d'un point de vue libération, voilà, qui appelle à une certaine liberté alimentaire et écoute de soi, qui s'appelle BCBT, le podcast. Elle a écrit également un livre qui est hyper accessible, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, livre d'Ariane Grambach, et qui a un peu un abécédaire au niveau alimentaire. Il y a également un roman autobiographique, je ne me souviens plus l'autrice, mais le livre s'appelle Fuck les régimes, de Chloé quelque chose, je crois, qui est mais à la fois tellement drôle et tellement touchant. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme parisienne qui, je précise parisienne parce que je pense qu'à Paris, plus que dans les autres villes, il y a un peu cette pression physique ou de l'apparence ou autre, et qui voulait faire du 36, qui faisait du 36, qui faisait très attention, elle n'était pas orthorexique ou pas anorexique, et c'est aussi ce qui m'a aidée à comprendre qu'on n'avait pas forcément des TCA, mais qu'on pouvait avoir un lien très conflictuel avec la nourriture et que c'était pas forcément normal et qu'on pouvait peut-être essayer d'apprendre à s'en détacher et essayer d'aller mieux. Et voilà, c'est son roman, comment elle était de ça, comment elle s'est dit, j'arrête tous les régimes et je mange ce que je veux. Et voilà, c'est toute une aventure qui est très drôle, très touchante, très enrichissante. Et il y a un livre, enfin, dernière recommandation, je ne sais pas s'il a été traduit en France. Moi, je l'ai écouté en livre audio, qui s'appelle Intuitive Eating. Désolée pour mon accent. Intuitive Eating. Ok. Bon, j'ai pris toutes les notes. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode et dans l'article qui sera lié. Et moi, j'aime bien parce que du coup, ça enrichit ma petite vidéothèque, bibliographie, chaîne de podcast. Donc, merci beaucoup, Mélanie, pour ce partage. Eh bien, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode, de notre échange. Merci encore d'avoir pris tout ce temps aussi en ma compagnie, d'être resté comme ça et de m'avoir partagé ton intimité, ton histoire, ton vécu, tes différents conseils qui, je suis certaine, vont beaucoup parler et faire écho. Donc, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. C'était super chouette comme moment. Et pour les personnes qui ont adoré ton histoire, ta voix, ta douceur et en même temps ton énergie, où est-ce qu'on pourrait te retrouver ? On peut me retrouver sur mon blog, Chaudron Pastel, ou sur Instagram, chaudron.pastel, ou ma chaîne YouTube encore, Chaudron Pastel. Ouais, je mettrai aussi tout ça en barre de description. Mais de toute façon, effectivement, qui ne connaît pas Chaudron Pastel ? D'ailleurs, petite anecdote, j'ai fait un enregistrement il n'y a pas très très longtemps avec, peut-être que tu connais, Maëlle et Fleurette de Ma Vie Après. Non. Qui ont un projet commun sur le post-pilule. Et Fleurette et Maëlle donc, sont deux amies et Maëlle est naturopathe. Et du coup, pareil, j'ai demandé des petites ressources. C'est moi d'ailleurs. Non, c'est moi, parce qu'on a fait un épisode échange où j'étais aussi invitée sur leur podcast. Et donc, dans l'une des ressources que j'ai mentionnées, il y avait toi. Et elle semblait bien te connaître également. Donc voilà, sache que tu es... C'est très gentil. C'est touchant. Écoute, sur ce, je te laisse vraiment pour aller sur Paris. Je te souhaite une très belle continuation. D'ailleurs, je te donne rendez-vous très prochainement pour l'enregistrement de notre 2e épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi et belle journée. Merci, toi aussi, vous aussi. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Mélanie aura éveillé certaines prises de conscience en toi, notamment sur ta relation avec ton assiette, tes émotions, ton passé ou encore le rapport à ton corps de femme. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Mélanie. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées par écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite
1. À t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur le site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore grâce juste à ta voix. Puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte de Mélanie @chaudronpastel pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!